Qui suis-je et pourquoi je fais ce que je fais? Eh bien, qui suis-je? Donc, je suis Elena Carlier. Aujourd'hui, je suis coach de vie et je fais également des conférences, donc je suis conférencière. Et qu'est-ce qui m'a amené finalement à devenir coach? Si aujourd'hui j'ai la vie qui m'inspire de plus en plus chaque jour et que je me crée une vie sur mesure, ça n'a pas toujours été le cas, bien au contraire. J'ai eu une histoire de vie qui n'était pas facile du tout pour moi depuis la naissance. J'ai connu pas mal de violences dans la famille du côté de mon père. J'ai connu des placements en internat, des familles d'accueil. J'avais un papa qui était en cavale quand je suis née. Donc pour vous donner un peu l'idée, l'ambiance qu'il y avait à la maison. J'ai eu beaucoup de mal à m'adapter en fait en milieu scolaire, de me créer des liens avec les autres. Je me sentais assez isolée, j'avais beaucoup de mal à m'intégrer à l'école, à aimer l'école, même à suivre à l'école, parce que j'étais vraiment en décalage par rapport aux autres. Donc toute ma vie, j'ai ressenti une forme de différence qui était importante, qui faisait que j'avais vraiment du mal à avoir des amis. Et donc ça n'a pas été facile du tout. Ça m'a même en fait amené à arrêter l'école assez jeune, puisque j'avais arrêté l'école sans avoir de diplôme de secondaire. Et d'ailleurs, j'avais suivi un chemin professionnel, donc même pas des études générales, donc professionnel. Et en soi, c'est pas un problème, mais pourquoi je vous en parle? Parce que la suite est intéressante. C'est qu'entre-temps, j'ai continué, j'ai travaillé en tant que commercial, j'ai créé une société, j'ai fait pas mal de choses en fait. Et c'est seulement en fait à l'âge de 27 ans que je me suis dit, en fait, j'avais commencé un boulot dans l'immobilier et je me suis fait remercier après 12 jours. Donc on m'a dit merci, au revoir. Et à ce moment-là, j'allais avoir seulement 26 ans, je pense, 26 ans, où j'avais 26 ans. Et donc je me suis dit, au début j'ai eu peur, comme tout le monde pourrait avoir peur une fois qu'il a été licencié, comment est-ce que je vais faire pour payer mes factures, comment est-ce que je vais faire pour pouvoir gérer ma situation personnelle, et surtout qu'est-ce que je vais faire maintenant, qu'est-ce que je vais faire. Et du coup c'était un moment qui était extrêmement difficile pour moi. Mais c'est grâce à cette situation-là, en fait, que j'ai pu faire un virage à 180 degrés. Parce que là, j'ai commencé à me faire accompagner par une coach. Et le fait de me faire accompagner par une coach m'a fait comprendre, en fait, que si je voulais faire des études, c'était encore possible. Même si j'allais avoir 27 ans, même si j'avais pas forcément de bagages à ce niveau-là, que j'avais eu dur toute ma vie, c'était possible. Et de fait, c'est possible parce que je l'ai fait. Parce que je suis rentrée dans une école, parce que j'ai passé un examen d'entrée, que j'ai réussi. J'ai trimé pendant 3 ans, mais j'ai réussi et j'ai eu mon diplôme. Et en soi, si je vous parle de ça, c'est pas tellement pour vous parler de mon histoire et de ma vie, parce que sincèrement, j'en sens pas le besoin et que c'est plus pour vous, en fait, pour vous connecter, vous, à mon histoire et parce que ça peut toucher votre histoire personnelle aussi. Mais bien entendu, si c'est possible pour moi, c'est possible pour vous aussi. Donc peu importe votre histoire, peu importe votre passé, peu importe les difficultés que vous avez rencontrées, même au niveau scolaire, au niveau professionnel, au niveau de personnel, peu importe l'histoire en fait, il y a toujours la possibilité de changer de virage et il y a toujours la possibilité de faire autre chose. Et ça c'est vraiment le message que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui, principal. C'est vraiment la possibilité de pouvoir faire autre chose, de pouvoir vous réorienter au niveau de la carrière, de pouvoir rencontrer quelqu'un d'autre, de pouvoir peut-être divorcer si ça va plus avec votre mari ou votre femme. Je sais que c'est pas très bien vu en société de dire ça, mais en même temps, quand ça va pas du tout dans une relation, pourquoi rester et se faire du mal en fait? Donc voilà, c'est vraiment ça le message, c'est que c'est possible. Il y a tellement de choses qui sont possibles, beaucoup plus que ce que l'on imagine, mais ça démarre par une seule situation, qui est en fait d'y croire. C'est-à-dire que si j'y crois pas moi-même, si je pense pas que c'est possible, c'est sûr que c'est mort en fait. C'est sûr que je vais pas pouvoir y arriver. Parce que ça démarre par y croire, par penser que c'est possible. Ça vous parle? Beaucoup? Super. Génial. Et donc, ce qui m'a amené en fait à être coach principalement, c'est que alors 95% des personnes partent de ce monde avec des sentiments de regret. Cette information, je ne l'ai pas inventée en fait, ça vient d'une étude scientifique qui a été réalisée par Bronnie Ware. Je ne sais pas si vous la connaissez cette étude, ça vous dit quelque chose? Oui? Bon, pour ceux qui ne la connaissent pas, du coup, c'est une infirmière australienne qui a assisté des patients en fin de vie, donc des patients en soins palliatifs. Et ce qui se passe, c'est que pour la plupart des personnes, en fait, donc on s'est rendu compte en 95, donc c'est énorme, que ces personnes partaient de ce monde avec des sentiments de regret. Et les sentiments de regret, alors je vous le fais vraiment très schématique, parce que c'est bien plus large que ça, mais les regrets qui reviennent le plus souvent, c'est le regret de ne pas avoir osé. De ne pas avoir osé faire ce qui était important pour soi,
de ne pas avoir osé finalement créer un projet, ne pas avoir osé réaliser son rêve. Donc c'est vraiment la peur en fait, la peur d'un tas de choses, de la critique, du rejet, de se tromper, de l'échec. Toutes ces peurs-là en fait font que les gens préfèrent rester dans leur routine, dans leur vie, plutôt que de tenter autre chose et finalement avoir le sentiment de se sentir accompli. Et donc, c'est une étude qui est vraiment sérieuse. D'ailleurs, elle a écrit un livre sur le sujet, je vous invite à le lire si vous voulez. Et ça m'a vraiment heurtée parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que, comme je vous l'ai dit, j'ai pris mes études à 27 ans. Donc, j'ai dû faire des stages qui étaient obligatoires en entreprise. Des stages où je me suis beaucoup amusée. Je dormais plus de la nuit, vraiment, je faisais des insomnies, tellement c'était pénible pour moi d'être là. Et c'était pénible pour plusieurs raisons. C'était pénible déjà parce que les gens qui étaient là autour de moi, en fait, ils n'étaient pas heureux. Mais plus que ne pas être heureux, ils arrivaient le matin complètement déprimés, complètement vides, en fait. On pourrait même dire presque morts. En fait, c'était des morts vivants qui arrivaient comme ça le matin, à se plaindre du patron, à se plaindre des collègues, donc tout le temps occupé à se plaindre, ce qui en soi est ok de se plaindre. Mais moi, ce que j'arrivais pas à comprendre, c'est pourquoi est-ce que les gens se plaignaient, mais pourquoi est-ce que les gens ne faisaient pas quelque chose en fait? Pourquoi est-ce que les gens ne changeaient pas de travail? Pourquoi est-ce que les gens n'essayaient pas de changer d'équipe, de faire quelque chose pour que ça se passe mieux? Et ça a été vraiment un élément qui était extrêmement révélateur pour la suite de ma carrière, où je me suis rendu compte qu'en fait, beaucoup de personnes ont besoin d'accompagnement, et beaucoup de personnes peut-être ont envie de changer, mais encore une fois, la base en fait, c'est vraiment ce que je vous ai dit juste avant, c'est que peut-être en fait que ces personnes n'y croient même pas elles-mêmes. Peut-être que toute leur vie, on leur a dit, tu sais, tu as étudié dans telle branche, donc tu vas devoir terminer ta vie ou travailler toute ta vie dans ce que tu as étudié. Peut-être qu'on leur a dit, tu sais, pour toi, tu es une femme, donc c'est plus difficile de trouver un travail en tant que femme. Peut-être qu'on leur a dit, tu es de couleur de peau, donc ça va être plus compliqué pour toi. Donc vous voyez, il y a un tas de croyances qu'on peut avoir, ou des choses qu'on a pu entendre à répétition, qui font qu'on a, en fait, on a inconsciemment, en fait, des croyances, qui sont souvent inconscientes, qui font que ça ne semble même pas possible, en fait. Parce que, pas parce qu'on le veut pas, parce qu'on croit que c'est impossible pour nous. Et ça, c'est la base, en fait. Si on pense que c'est pas possible pour nous, comment est-ce qu'on peut le réaliser? Pour vous donner un exemple très concret, je travaillais dans l'immobilier pendant 12 jours, et j'ai été remerciée après, ça venait même pas l'idée, en fait, d'étudier, de faire des études, parce qu'en fait, je pensais que c'était impossible pour moi, vu mon parcours scolaire. Je me suis dit, comment est-ce que je vais faire, moi qui avais tant de mal, finalement, à l'école? Et pas tant de mal parce que j'étais bête, parce que j'ai souvent cru que j'étais bête, mais c'était en fait parce que j'avais une intelligence dite haut potentiel que j'ai appris à l'âge de 30 ans, ce qui fait que ça fait juste une différence par rapport à la moyenne. Mais donc c'est pas parce que j'étais bête ou quoi que ce soit, c'était parce que simplement ça me semblait impossible vu mon histoire. Et c'est pareil pour vous en fait, il y a peut-être des choses qui vous semblent impossibles vu votre configuration actuelle, les gens qui sont autour de vous. Ça vous parle ça ? Moins. D'accord. Et donc du coup, on va en parler parce qu'on parlera justement du pouvoir de l'entourage, à quel point l'entourage que l'on a est déterminant en fait pour la suite de nos projets, de notre réussite, de notre vie, de notre bien-être tout simplement. C'est une clé c'est vraiment un point qui est hyper important, c'est l'entourage. Vous dormez pas, hein? Non. Alors du coup, on va commencer par une question qui paraît toute simple comme ça, mais qui est vraiment importante. Et cette question, c'est qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous dans votre vie? Est-ce que vous vous la posez cette question parfois? Oui? Toujours? Qui la pose ici? Qui se la pose parfois? Oui? Ah oui, quand même, on a des candidats actifs. Donc, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Parce que si finalement je ne suis pas dans ce qui est important pour moi, en fait, j'ai aucune chance d'avoir la vie qui m'inspire vraiment. J'ai aucune chance d'avoir une vie où j'ai envie de me réveiller le matin, où j'ai envie d'aller au travail, où j'ai envie de faire mes activités. Si déjà, en fait, je ne sais pas ce qui est important pour moi. Donc ça, c'est la première chose à se poser comme question. Et c'est une question qui a beaucoup de valeur,
Parce qu'on ne l'apprend pas à l'école, ça. Hein. On ne l'apprend pas à l'école, qu'est-ce qui est important pour toi. On nous apprend à porter un masque toute sa vie depuis qu'on est finalement en maternelle, à faire des choses qui rentrent bien dans le cadre, bien dans le moule. Et dès qu'on sort un peu du cadre, finalement, on se fait directement recadrer, en fait, on peut dire ça comme ça. Et donc, du coup, on nous laisse pas finalement l'opportunité d'avoir cette créativité, de se poser la question, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Et ça, c'est la première question que je vous pose, que je vous invite à vous poser beaucoup, qui est très importante. Et du coup, pour aller plus loin, c'est quelle est votre définition de la réussite ? Qu'est-ce qui, pour vous, est la réussite ? Pour certains, la réussite, ça va être donner à ses enfants une bonne éducation. Qui se retrouve là-dedans ? Qui est parent et se retrouve dans... Ouais, il y en a un derrière qui n'est pas encore parent. Bien sûr. Ça se prépare aussi, hein, être parent. C'est pas forcément 5 minutes avant, on peut le préparer aussi. Donc pour certains, la réussite, ça va être ça. Donc ça veut dire que ça va être vraiment donner une bonne éducation à ses enfants. Et dans ce cas-là, c'est aussi la réussite. Pour d'autres, la réussite, ça va être voyager plusieurs fois dans l'année. Pour qui c'est la réussite, ça ? Voyager plusieurs fois dans l'année ? Ouais. On peut en avoir plusieurs, hein, de toute façon. Pour d'autres encore, ça va être travailler avec des horaires de votre choix. Ça vous parle, ça ? Ouais. Est-ce qu'on a des vrais rebelles ici ? Ouais, pas trop, hein. Je vois pas beaucoup de rebelles. Ensuite, on a également être libre financièrement. À qui ça parle ? Être libre financièrement ? Ah ouais, là, on reconnaît, on les reconnaît. Et encore un tas de choses finalement qui pourraient vous inspirer vous, qui pourraient être pour vous la réussite. Donc c'est très personnel en fait. Et c'est parce que c'est très personnel que c'est très difficile comme notion. Parce que si on ne sait pas ce qu'est la réussite, le problème c'est que on va avoir tendance en fait à laisser les autres, c'est-à-dire la société, notre famille, nos parents, nos amis en fait, déterminer ce qu'est la réussite pour nous. Et pire que ça encore, on va être influencé par Walt Disney, même si j'ai appris sa phrase au début, si tu peux le rêver, tu peux le faire, qui est de Walt Disney, c'est très bien, mais on va être influencé par les films, qui est qu'on nous montre que la réussite, c'est avoir une grosse maison, avec une Ferrari peut-être, 2 chiens, 4 enfants. Et le problème, c'est que si ça résonne pas en fait en nous, cette définition-là, si ça répond pas à nos valeurs hautes, on aura beau réussir plein de choses à l'extérieur, en fait, on va se sentir vide. Et même pire que ça, c'est que même en atteignant par exemple cet objectif qui n'est pas le nôtre, admettons la grande maison, les chiens, les enfants, etc., on va encore se sentir vide encore plus. Donc, d'où l'importance vraiment de définir ce qu'est la réussite. Et encore une fois, ça peut paraître petit aux yeux des autres, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que ça vous parle à vous et que pour vous, ça vous paraisse quelque chose de waouh. Et du coup, donc ça m'amène à la première notion, finalement, qui est de comment identifier vos rêves, comment identifier vos objectifs. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes ici qui sont là pour des raisons professionnelles, qui veulent se reconvertir au niveau de la carrière, qui se retrouvent là-dedans. Soyez pas timides, hein. Il n'y en a que 3 ? Ok. C'est pas grave. Donc, alors la première question que j'ai envie de vous poser, et je vous invite vraiment à mettre de la valeur sur ces questions-là et à vous les reposer plusieurs fois. La première, c'est qu'est-ce que je veux qui est vraiment important pour moi ? Alors, évidemment, c'est la même question que la première qu'on a vue, mais qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi ? Si tout était possible, qu'est-ce que j'aimerais vraiment réaliser comme objectif, comme rêve ? Parce que parfois aussi, quand on veut atteindre quelque chose, c'est-à-dire un rêve, un objectif, encore une fois, on a l'impression que c'est irréalisable, ou alors on a l'impression qu'on ne va pas pouvoir gagner de l'argent avec ça, parce que ça sort encore une fois des sentiers battus. Mais la première question à se poser, c'est pas en rapport avec est-ce que c'est possible ou pas, c'est si tout était possible. Parce que si vous posez la question de si tout est possible, vous allez créer dans votre cerveau des circuits qui vous apporteront des réponses auxquelles vous n'avez pas eu encore accès, des réponses que vous n'avez pas eu encore jusqu'à maintenant grâce à cette question-là. Parce que le pouvoir des questions est très important. Et votre cerveau, il est calibré pour répondre à toutes les questions que vous vous posez. Autrement dit, si vous vous posez des questions de merde, vous aurez des réponses de... Merde. Voilà. Si vous posez des questions de qualité, vous aurez des réponses de qualité, même si elles n'arrivent pas tout de suite. Et du coup, on peut le faire dans les 8 domaines de vie. Alors,
les 8 domaines de vie. On peut commencer par exemple par prendre 3 domaines sur une année, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas tout travailler comme ça sur une année, ça paraît peut-être beaucoup de choses, et on ne peut pas non plus on peut pas tout réaliser en un an, c'est pas possible. Je pense qu'on peut tout avoir, mais pas tout en même temps, hein. Donc, par exemple, on peut se poser la question, au niveau des finances, qu'est-ce que je veux vraiment atteindre? Quel serait pour moi le salaire ou les revenus qui me permettraient d'avoir une vie confortable, une vie où je peux profiter de la vie et faire finalement ce qui est important pour moi? Pour certains, ça va être 1 000 euros par mois. Pour d'autres, ça va être 2 000 euros. Pour d'autres, ça va être encore 5 000, peut-être 10 000, 1 million d'euros. Peu importe. Peu importe le montant que c'est, peu importe le chiffre derrière, encore une fois, c'est en fonction de vous, de ce que vous voulez faire de votre vie. Si vous voulez créer une association à but caritatif, bénévole et autres, il faudra quand même beaucoup d'argent. On est d'accord avec ça. Donc c'est parce que souvent dans la société, on pense que l'argent, on associe l'argent au mal, l'argent c'est pas bien, l'argent c'est sale, et pourtant l'argent c'est indispensable pour faire ce qu'on veut faire. On est d'accord avec ça ? Donc il n'y a pas de jugement à avoir par rapport à ça, parce que des fois on peut se dire, mais si je veux ça, c'est énorme, et les autres, et en pensant que parce que nous on a autant, les autres ont moins. Mais il y a une phrase que j'aime bien qui dit que si on veut aider les pauvres, vaut mieux ne pas en faire partie. Donc vaut mieux en fait avoir un peu plus d'argent pour pouvoir les aider matériellement, pouvoir les aider au niveau de votre temps, avoir plus de disponibilité au niveau de votre temps. Donc ça c'est vraiment important. Mais après, c'est pas un gage de réussite, l'argent. Je veux dire, il y a des gens qui sont millionnaires, milliardaires, qui sont extrêmement malheureux dans ce qu'ils font, ou en tout cas qui sont extrêmement malheureux parce qu'ils se sentent vides à l'intérieur. Et l'argent, comme tout le reste, en fait, est un amplificateur de ce que l'on est déjà. Donc ça veut dire que si on est mal, avec plus d'argent, on sera encore plus mal. Et c'est pareil pour tout. C'est vraiment pareil pour tout. Donc, et d'ailleurs, on le sent, hein, quand on atteint des objectifs qu'on n'est pas forcément bien et aligné, on se rend compte en fait que ça va pas mieux. Souvent, on a ça avec le couple. Je sais pas si ça vous parle avec le couple. C'est-à-dire qu'on a le rêve d'être en couple, de se dire je vais être en couple, et quand je serai en couple, je me sentirai beaucoup mieux. Ça vous parle, ça ? Et puis vous vous mettez en couple et vous vous rendez compte en fait qu'il y a plein de challenges qui arrivent, qui n'étaient pas prévus au programme évidemment, parce que c'est des choses qui n'étaient pas du tout habituelles. Et là vous vous rendez compte en fait que le couple, ça a des avantages et ça a des inconvénients comme tout. Mais encore une fois, si vous êtes bien, ça vous rendra mieux. Si vous n'êtes pas bien, ça vous rendra encore plus mal. Et je sais que c'est difficile à concevoir cet aspect-là, mais je vous assure que ça fonctionne vraiment comme ça. On peut se demander, voilà, donc par rapport aux finances, on peut se demander également quel couple j'ai envie d'avoir, quel couple je veux. Parce que je me rends compte en tant que coach, parce que donc, je ne vous ai pas dit exactement ce que je faisais, hein, mais j'accompagne notamment les gens à être en couple, pour les gens qui n'arrivent pas à être en couple depuis plusieurs années, plusieurs mois, qui font des tentatives, qui vont sur des sites de rencontres, qui font des rencontres, mais qui n'arrivent pas à être en couple, bien je les accompagne. Et donc, entre autres, hein, je ne fais pas que ça, je fais aussi beaucoup sur la carrière, vous l'aurez compris. Donc c'est vraiment important de se dire, tiens, quel couple je veux avoir, quel couple m'inspire. Parce que les artistes, ils créent en fait. Ils créent. Ils passent leur temps à créer des nouvelles choses, des peintures, des chansons, des films. Et on est tous en fait un peu artistes de sa vie, en quelque sorte. Donc on peut aussi se dire, quel couple moi j'ai envie d'avoir. Peut-être que vous avez envie d'avoir un couple où vous n'êtes pas finalement, vous n'habitez pas sous le même toit. Chacun peut avoir son chez-soi. Peut-être que vous voulez avoir un couple, vous n'avez pas d'enfants. Peut-être que vous voulez avoir un couple et être libre d'aller, d'avoir des relations à côté si vous voulez. Et je dis ça en rigolant parce que c'est quelque chose qui est très caché en société, en fait, parce qu'on parle beaucoup de la fidélité, de la monogamie. Et ce que je me rends compte, en fait, en cachette, c'est que les gens, en fait, se disent fidèles et ça a l'air d'être une valeur très, très importante pour eux. Mais quand on se rend compte leur vie, en général, c'est pas ça. Souvent, les gens vont voir ailleurs, ils se trompent l'un et l'autre. Et là, c'est une autre dimension, parce que là, on est occupé à tricher. Mais on a le droit de se dire, voilà, moi, je veux avoir le courage, finalement, de se dire, moi, je veux un couple de cette façon-là, j'aimerais bien avoir ce couple-là, et on aura plus de chances de rencontrer quelqu'un, finalement, qui va matcher avec nous. Ça vous parle, ça ? Il y a beaucoup de têtes qui font comme ça.
Et après, c'est vraiment, ou alors ça peut être l'inverse. Ça peut être un couple effectivement où c'est très important pour vous d'avoir une fidélité à tous les niveaux, et il n'y a pas de jugement par rapport à ça. Il y a des gens pour qui ça va correspondre, d'autres pour qui ça va pas correspondre. Et moi, ce que je peux me rendre compte en fait, en tant que coach et en tant qu'être humain aussi, hein, qui a une vie, c'est que les personnes vraiment parfois n'arrivent pas à être en couple parce qu'en réalité, elles n'osent pas en fait assumer qui elles sont vraiment. Elles n'ont pas forcément le courage d'assumer et de savoir ce qu'elles veulent vraiment. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'elles vont tout le temps tricher en fait avec les autres parce qu'elles n'osent pas assumer ce qu'elles veulent. Et donc, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que quand on triche et qu'on n'est pas soi-même, on va pas attirer les bonnes personnes. Et donc, on va avoir des couples ou des relations qui sont un peu désastreuses. Et ça part de quoi? Ça part simplement de l'honnêteté qu'on a par rapport à soi. Et c'est pas évident, parce que comme on est dans une société où tout le monde finalement se juge les uns les autres, ça c'est bien, ça c'est pas bien, du coup ça demande vraiment une forme de courage assez importante, mais qu'on peut développer. Hein. Et également au niveau de la carrière, de nouveau, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie de faire en fait? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et on enlève les clichés de j'ai 50 ans donc c'est trop tard pour moi, j'ai ceci donc c'est trop tard. C'est vraiment, voilà, encore une fois, si tout est possible, qu'est-ce que je voudrais comme carrière? Parce qu'il y a plein d'histoires qui nous montrent qu'on peut réussir beaucoup plus tard. Des acteurs qui ont réussi beaucoup plus tard, des gens qui ont créé des choses à un certain âge et qui excellent dans leur domaine. On peut commencer à 50 ans et exceller dans son domaine malgré tout. Donc il faut juste encore une fois y croire et s'autoriser.